Bonjour et bienvenue sur le podcast L'humain au cœur de l'action pour une vie pro épanouie. Je suis Claire Garanger, coach professionnel certifié et j'accompagne les personnes qui ont envie de reprendre leur vie professionnelle en main. Je suis également conseillère en bilan de compétences, spécialisée Ikigai et également formatrice et coach experte en intelligence situationnelle. Je te propose de partir à la découverte de métiers différents, peut-être méconnus, et de parcours pour t'inspirer. Aujourd'hui, je te propose de découvrir le parcours de Céline, que je vais te présenter dans 2 minutes, qui va nous expliquer comment elle arrive à jongler, parce que c'est une slasheuse en fait, Céline, donc elle a 2 activités, on va dire officielles, en dehors de tout ce qui peut lui plaire en dehors. Elle a 2 activités professionnelles différentes, et donc elle va nous expliquer comment elle en est arrivée là, et puis qu'est-ce que Green Joker, etc. Donc je vous présente Céline Velter. Bonjour Céline. Bonjour. Donc je m'appelle Céline Velter, j'ai créé Green Joker il y a 2 ans. C'était pas prévu, je savais pas forcément que j'en viendrais là. Ça a vraiment été un découlement de pas mal de situations qui se sont produites dans ma vie. Donc mon parcours, je suis ingénieure chef de projet. J'ai commencé à travailler dans des grands groupes comme Capgemini, PSA, SAP. Alors avant SAP, donc c'est un éditeur de logiciels, j'étais censée être dans une start-up qui malheureusement s'est fait racheter. Enfin malheureusement, heureusement, je sais pas trop. Mais je voulais déjà avoir un petit peu plus ce côté entrepreneurial avec une petite start-up. Et bon, la vie a fait que je suis arrivée dans un groupe beaucoup plus grand, ce qui était très chouette, c'était extrêmement enrichissant et structurant. J'ai aussi un double diplôme à l'IAE de Paris pour l'administration des entreprises, donc ça a toujours été important pour moi d'avoir à la fois ce côté technique et à la fois ce côté aussi administratif aussi, parce que je trouve que les 2 casquettes, on peut pas faire, enfin pour moi évidemment, on peut pas faire de marketing on peut pas vendre un produit si on connaît pas son produit. J'ai jamais eu pour vocation d'être développeuse, j'ai essayé mais rester codée derrière un bureau, c'était pas possible. Mais du coup, c'était important pour moi de savoir de quoi je parlais pour après, quand on fait de la gestion de projet, on discute avec un certain nombre d'interlocuteurs, que ce soit des techs, que ce soit du coup les acheteurs, les vendeurs, ou quand on fait de l'avant-vente. Et c'est important d'être capable de jongler entre ces différents métiers et de réussir à comprendre qu'est-ce que l'un veut, comment est-ce qu'on le traduit à l'autre, et d'assurer en fait cette continuité entre les différents métiers. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 8 ans, à peu près, 8-10 ans. Et il y a eu une grosse page qui s'est tournée suite à certains événements personnels. Et je vais le dire parce que je pense qu'il ne faut pas que ce soit tabou. J'ai été mariée et en fait, il y a eu un divorce 2 semaines après. Donc ça a été une... Ça a été... c'était pas prévu, évidemment. Et en fait, ça a été un peu le déclencheur, parce que, bon, je l'ai pas bien vécu, évidemment, mais au lieu de m'enterrer dans un trou, je me suis dit, génial, maintenant, c'est ta vie, maintenant, page blanche. Et repars là où tu as envie d'aller. Ça faisait très longtemps que je pensais à faire de l'entrepreneuriat. Alors avec le mariage, c'était bien d'avoir un CDI parce qu'après on allait avoir un enfant, parce que etc. Donc je m'étais déjà beaucoup projetée, mais avec des conditions, avec un cadre. Et en fait je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu aimes ? Qui es-tu vraiment à l'aube de tes 30 ans ? Qui es-tu ? Est-ce que tu es fière de ce que tu es ? Alors c'est pas forcément un échec, mais comment est-ce que tu utilises cet événement perturbateur pour rebondir et pour te construire une vie où tu tires les enseignements de ce qui s'est passé, parce que c'est pas sa faute, c'est pas la mienne, c'est notre faute. C'est un couple, c'est à 2. Donc déjà, tous ceux qui vous disent que c'est toujours la faute d'une personne, non. Quand on est dans une relation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, c'est toujours les 2. Et qu'est-ce que tu construis à partir de ça ? Donc, moi, je suis partie en voyage. Déjà, c'était censé être la lune de miel, donc je suis partie là-dedans. Et j'étais très attirée par le yoga. J'en faisais déjà depuis plusieurs années, mais bricolage. Donc, formation pour devenir professeur.
Comme ça, c'est du simple au simple double. Je savais pas du tout ce que j'allais en faire, mais juste je voulais comprendre correctement ce métier, je voulais comprendre ce métier, cet art, ce sport aussi, et aussi de la plongée, donc instructrice de plongée, professeure de yoga, ingénieure. Très bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant ? Et j'ai rencontré mon mari actuel là-bas, qui m'a amenée à Clermont-Ferrand. Et pour moi, c'était ok, très bien, il y a une nouvelle personne dans ta vie, super. Attention, attention. Et j'avais ma petite checklist. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie avant même que cette personne arrive ? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? Effectivement, je voulais quand même un foyer. Je voulais poser mes bagages quelque part et vraiment être propriétaire, être enracinée. Je voulais ma boîte. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, tu vas avoir 30 ans. Il n'y a pas de risque, le risque est très limité. Tu te plantes, ok, c'est pas grave, tu repostules dans une autre entreprise. De toute façon, personne ne va à Clermont-Ferrand, donc tout le monde voudra de toi. Non, je rigole, et je suis tombée vraiment amoureuse de Clermont-Ferrand. Et je voulais la nature, je voulais être propriétaire, je voulais monter mon entreprise et je voulais continuer à faire du yoga. Je pensais pas enseigner, mais je voulais continuer à faire du yoga. Et à Clermont-Ferrand, les volcans, la nature, je suis un peu tombée amoureuse. Donc du coup, je suis restée et c'est là que j'ai créé Green Joker. Ok. Voilà. Et donc Green Joker, tu nous expliques en quoi ça consiste ? On en revient à comment mettre tous ces outils, toutes ces choses qui me construisent, parce qu'il y a une histoire, il y a beaucoup de développement personnel aussi. Quand j'étais chez SAP, j'ai eu la chance d'être formée au métier de coach orienté solution. Donc j'avais tous ces outils, puis je m'intéresse beaucoup à la PNL, je m'intéresse à la santé, je m'intéresse à la neurobiologie, je m'intéresse à beaucoup de choses. Et je me suis dit, c'est génial tout ça, mais qu'est-ce que j'en fais en fait ? Et donc je me suis dit, allez, je suis intéressée par la RSE, je suis intéressée par le vivant, par essayer de faire en sorte que les entreprises soient de plus en plus, c'est un peu un sujet à la mode aussi, mais à ce que les entreprises aient plus d'impact positif, moins d'impact négatif sur la planète. Donc j'aimerais bien les accompagner avec ça. Donc pour ça qu'il y a eu le green, ce côté développement durable, cette touche, on va dire, écologique. Et le Joker, parce qu'en fait, il n'y avait pas de case. Et c'était vraiment, moi je l'imaginais comme, c'est ça que ressemble en plus mes cartes de visite, c'est, j'ai pas de solution, ou je suis dans un jeu quand on joue à la belote, enfin pas à la belote mais au tarot, on sait pas quoi j'ai, bam, on pose son joker qui va du coup donner ce petit coup de pouce et être la carte dont on a besoin. On sait pas forcément ce dont on a besoin, mais on pose notre joker justement pour s'en sortir en fait. Et c'était vraiment cette mentalité-là, de me dire, quand je vais voir des chefs d'entreprise, donc à la base sur la RSE, puis très vite en fait, j'ai élargi le champ des possibles parce que je peux pas intervenir que sur la RSE, mais de dire, ok, je suis un dirigeant, je suis un manager, j'ai une pression colossale. On va pas se mentir. C'est une réalité du terrain, surtout quand on est entrepreneur ou même quand on a une entreprise et on est à la tête d'une entreprise, il y a un poids sur les épaules qui est énorme. Et des fois, on s'en sort pas. Et c'est ok. Des fois, on a une pile de projets en attente. Elle est là et en fait, on n'a pas les ressources. On ne peut pas forcément embaucher. On ne sait juste pas comment s'y prendre. Et on n'a pas envie de se prendre la tête. Et on n'a pas envie de voir 50 000 personnes pour que chacun donne son avis d'expert, etc. Donc, on fait appel à son joker. Et le joker, du coup, c'était l'ambition. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est de dire, je te débloque de tes situations problématiques, je t'enlève cette charge, je prends ton problème, je fais un audit, donc je viens comprendre ta situation, je viens comprendre tes objectifs, ce que tu as envie de faire, dans quelle direction tu as envie d'aller, et après, ensemble, on décide des solutions qui vont te convenir. Parce que pour moi, il n'y a pas une seule méthode, il n'y a pas un moule, one fits all, c'est ce qu'on a des fois tendance à dire, donc une solution qui va à tout le monde. Non, pour moi, il faut forcément du sur-mesure dans certaines circonstances.
Typiquement parce que ça va dépendre de la personnalité du chef d'entreprise, ça va dépendre aussi des équipes, ça va dépendre du contexte. Et à chaque fois, c'est justement de regarder tout ça et de dire, ok, qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Je te donne ton plan de route, ta feuille d'action en fait. Soit tu décides de la faire toute seule parce que tu as les ressources nécessaires, parce que tu peux le faire, ou soit je m'en occupe et je vais te donner les bases. Il n'y a pas besoin de tout casser à chaque fois. Je vais te donner les bases si c'est possible. Et après, on fera appel aux experts, mais je coordonnerai tous ces experts pour que toi, ce soit fluide et qu'à chaque fois, en fait, tu te retrouves avec ce projet qui avance, en fait. Et ce désempêtrement de la vie quotidienne, ce point de vue extérieur aussi, qui est global, qui n'est pas juste sur un sujet qui m'intéresse. Non, c'est la globalité. Et c'est la globalité et aussi la prise de recul qu'on n'a pas forcément en tant que dirigeant ou manager parce qu'on a la tête dans le guidon. C'est vrai. Alors du coup, tu vas pouvoir, tu parles de faire un audit, tu vas pouvoir intervenir sur toutes les parties d'une entreprise, donc aussi bien le côté RH management que le côté technique, éventuellement industriel, la partie commerciale. Enfin, tu fais vraiment un état des lieux sur tous les niveaux. En fait, ce que je considère, c'est que tout communique. Ça passe par le corps aussi, ça passe par l'équipe, ça passe par l'entreprise. C'est pas si on change une chose qu'il n'y aura pas d'impact sur les autres. Donc c'est déjà de comprendre, après tout dépend de la taille de l'entreprise. C'est vrai que l'audit, pour une TPE, ça va pas durer aussi longtemps. Ça va durer peut-être une demi-journée, ça va peut-être durer une journée. Pour les entreprises de plus en plus conséquentes, on va se focaliser peut-être sur un secteur, un secteur on va dire prioritaire, mais en ayant déjà aussi la vision globale du dirigeant. Et après, c'est sur place qu'on va se rendre compte, est-ce que sa vision, elle est aussi alignée avec ce qui se passe réellement sur le terrain? Est-ce que lui a la place dans son emploi du temps et dans son planning et dans sa charge mentale à vraiment faire l'effort? Je dis pas que on fait pas l'effort parce qu'on n'a pas envie, mais c'est des fois juste en termes de contraintes, c'est pas possible de regarder ce qui se passe et d'être en mesure en fait d'aligner les objectifs peut-être de ce secteur avec, de ce secteur ou de ce département avec la vision de l'entreprise dans sa globalité. Donc oui, c'est ça. Partir d'un audit, d'un entretien avec les parties prenantes, les parties qui vont être concernées, voir s'il n'y a pas d'impact sur les autres et après dire par quoi on commence en fait. Où sont mes gros cailloux? Où sont les choses prioritaires et qui auront le plus d'impact? Moi, je crois beaucoup en la loi de Pareto où c'est 20% des choses donnent 80% des résultats. On se concentre sur ces gros cailloux-là. Et ces gros cailloux-là, des fois, ils sautent aux yeux. Moi, il y a des choses que j'ai pu voir dans les interventions que j'ai vues, mais c'était juste comment je vais trier un mail ou comment est-ce que je peux me connecter convenablement sur mes réseaux sociaux et juste déjà réussir à débloquer ça. Ça paraît rien. Mais, ah ouais, d'accord, filmer, ça prend 2 secondes, j'ai juste à faire comme ça. Ou alors, mon Google Meet, j'arrive pas à me connecter dessus parce que j'ai pas de son, parce que j'ai machin, donc je passe toujours par WhatsApp. Ah, mais c'est juste un problème technique. Ou alors, on va acheter un casque qui soit en Bluetooth. Ça paraît bête, mais des fois, les gens ont tellement honte de pas réussir à faire ces petites étapes-là que ça bloque plein de choses. Je suis persuadée qu'au niveau administratif de notre belle organisation française, il y a des trucs comme ça, où les gens ne savent pas faire des copier-coller, et donc sont obligés de recopier toutes les informations. J'en ai entendu qui font partie du rectorat. Je leur jette pas la pierre, mais à un moment donné, en fait, on a tellement honte d'avouer ses erreurs ou de pas savoir qu'on préfère rien dire et puis continuer comme ça, quitte à faire des heures et des heures de boulot qui ne servent à rien. Ouais. Donc c'est aussi avoir cette humilité de dire c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, au contraire, montrez votre vulnérabilité et puis on reprend les trucs qui vont pas, on recommence par ça et après on va aller plus loin. Mais tant qu'il n'y a pas les bases, ça sert à rien de construire des trucs extraordinaires. Sur la RSE, moi ma première mission en tant que Green Joker, ça a été de dire ok, déjà c'est quoi la RSE? Genre dans une entreprise, tout le monde parle de RSE, ok génial.
Mais on n'a pas besoin d'avoir forcément 10 000 euros de l'État pour refaire, je sais pas moi, toute l'isolation thermique du bâtiment. Non, d'abord, c'est juste, c'est quoi la RSE? Et dans RSE, il y a aussi l'humain. Donc, est-ce que déjà tes équipes, elles vont bien? Ah, mais t'as pas mis en place les entretiens individuels de performance par an? Mais vous parlez quand? À la pause café? Mais ça compte aussi. Oui, ça compte. Mais est-ce qu'on a un suivi de ça? Ouais. Sur quoi vous vous basez après pour faire évoluer vos humains? L'entreprise, c'est une entreprise très familiale, elle est incroyable. Enfin, vraiment, tout le monde s'entend très bien, mais il n'y a pas forcément ce temps formalisé qui permet après de se projeter, qui permet de grandir et surtout de fournir les outils dont l'équipe va avoir besoin. Là-dedans, il y a aussi l'humain. C'est la base. C'est pas moi qui dirais le contraire. Oui, voilà, mais c'est vraiment la base. Tout à fait. Et c'est d'essayer justement, enfin moi la mission que j'ai, elle est variée, elle est diverse, elle est extraordinaire parce que ça peut être n'importe quoi. Juste à partir du moment où on sent qu'il y a un problème, qu'il y a un ralentissement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de dire ok, j'interviens et on prend vraiment, que ce soit simple ou que ce soit complexe, on trouve la solution qui va vraiment s'imbriquer dans le puzzle naturellement et qui va permettre que tout le monde continue à être à sa place, à se sentir valorisé aussi et envie d'appartenir encore plus à l'entreprise parce que justement, on a trop envie d'aller au boulot le matin, il n'y a pas cette boule au ventre et il y a ce côté, aujourd'hui je vais changer le monde. Tout le monde change le monde à son échelle. Il n'y a pas besoin d'être Bill Gates, il n'y a pas besoin d'avoir inventé Meta ou quoi que ce soit pour changer le monde. Vraiment, c'est ces petites actions. Tu prêches une convaincue, oui. Et effectivement, sur ce point-là, je te rejoins, on travaille dans le même état d'esprit et la même volonté. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as arrivé à créer cette entreprise? Parce que voilà, tu es partie effectivement d'une expérience, tu as fait des études, etc. Mais en dehors de ça, comment on fait pour créer son entreprise? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et peut-être aussi les rencontres ou les aides que tu as pu avoir pour te lancer? C'est pas facile de se lancer. Je pense que déjà, ça demande du courage. Ça demande de se connaître soi-même et de se faire confiance. Peut-être d'être accompagné justement avec un bilan de compétences, quand on ne sait pas forcément dans quelle direction aller. Si on est déjà en entreprise et qu'on n'a pas d'expérience de l'entrepreneuriat, ce qui était mon cas, j'avais accompagné déjà des boîtes entrepreneurs à l'intérieur de SAP justement pour coacher et puis voir un peu toutes les difficultés, c'était génial. Donc déjà, ça m'a donné un petit peu un aperçu que il faut y aller. Déjà, c'est de savoir se connaître et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie de travailler, quel est mon public, à quel problème je veux répondre. Moi, c'était de voir des entrepreneurs ou des dirigeants merveilleux, vraiment passionnés par leur métier, mais débordés, avec 80 heures par semaine, et ce poids gigantesque sur les épaules qui n'est pas nécessaire. Vraiment, enfin, spoiler, on peut avoir une vie épanouie de dirigeant, de manager, d'entrepreneur sans avoir cette charge monumentale, parce qu'on peut déléguer, parce qu'on peut trouver des façons différentes. On parlera plus tard de pourquoi je suis slasheuse, parce que je suis aussi professeure de yoga, mais c'est possible. Il faut déjà apprendre à dire non aussi et avoir ce cadre. Je reviens à mon truc. Qui je veux adresser? Pour quel problème? Et comment je veux le faire? Quelles sont aussi nos valeurs? Donc, moi, je me suis longtemps posé la question, est-ce que je retourne en entreprise? Et je me suis dit, non, là, ça me brûle aussi à l'intérieur. Il faut avoir cette envie, il faut avoir cette passion de se dire, ouais, va y avoir des galères, clairement. Mais la passion, elle est au-dessus, elle est au-delà. Et pourquoi je ne suis pas retournée vers un CDI ou quoi que ce soit? Parce que c'est sûr que c'est très confortable. On s'en rend compte après. Un CDI, tous ceux qui cassent les pieds à leur patron pour des petites choses, vous ne vous rendez vraiment pas la chance que vous avez d'être sûr que vous allez être payé à la fin du mois, en fait.
C'est une régularité, c'est un confort de vie extraordinaire. Les mutuelles, c'est extraordinaire, c'est des coûts qu'on ne voit pas, mais c'est dingue. La voiture de fonction, les chèques restaurants, la retraite. Ça, quand on est entrepreneur, on l'a pas forcément, il faut le construire. Et après, c'est de se dire de combien j'ai réellement besoin par mois. Quel sacrifice je suis prêt à faire? Est-ce que c'est un sacrifice de temps? Parce que là, c'est pas je pars de mon boulot, je claque la porte et le boulot, c'est au travail, quoi, c'est fini. Non, j'ai ça. Peut-être que je vais devoir travailler les week-ends dans un premier temps pour le lancement. Peut-être que je vais devoir des fois commencer plus tôt, etc. Donc déjà, qu'est-ce que je suis prête ou prêt à sacrifier ou en tout cas à adapter pour devenir entrepreneur et surtout, de combien j'ai besoin pour vivre. Parce que ça va nous donner nos objectifs aussi. Ça va nous permettre de déterminer combien de clients je suis censée avoir, à quel prix je me vends, quel type d'entreprise, quelle taille d'entreprise aussi je vais aller chercher et comment est-ce que je sais si je suis dans le rouge ou si je suis pas dans le rouge. Et ça, typiquement, quand on a un salaire, des fois on vit bien mieux que ce qu'on pourrait vivre. Donc des fois, on va se dire, est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin finalement? Est-ce que là, je peux pas être sur un truc plus modeste? Est-ce que j'ai vraiment besoin? Je sais pas. En fait, c'est quoi mes incontournables? En fait, c'est quoi mes obligatoires? Voilà. Je pense que pour commencer à se lancer en tant qu'entrepreneur, il y a vraiment besoin de savoir tout ça et après s'entourer. Alors, justement, j'allais te demander, déjà, est-ce que ton entourage proche, quand tu as pris cette décision de partir, de changer, de créer ton entreprise, quelle a été la réaction? Alors, moi, il faut déjà savoir que j'ai eu la chance de quitter SAP avec un contrat... Mince, j'ai oublié le nom. Un contrat à l'amiable. Oui, j'ai pas posé ma démission, ça a vraiment été une rupture conventionnelle. Une rupture conventionnelle, donc ce qui permet aussi d'avoir ce temps rémunéré aussi dans lequel on peut créer son entreprise, etc. Et de pas partir bille en tête, de construire un plan, de construire du coup sa façon de voir son travail, potentiellement de faire son budget, de comment ça va se passer, de faire aussi tout un bilan prévisionnel de son entreprise. Donc ça déjà, ça permet de mettre des chiffres, ça permet de se rendre compte de la réalité. Et après, je pense qu'il faut beaucoup itérer. Moi, j'ai eu pas mal d'accompagnements qui ont été la BGE, mais pour moi, elle m'a donné des bases qui étaient intéressantes, mais c'était trop généraliste par rapport à ce que je voulais. Et moi, j'étais un peu l'ovni de aider les entreprises, mais tout, mais voilà, c'était un peu trop généraliste. Donc après, ça a été moi d'échanger avec d'autres personnes. Déjà, Clermont-Ferrand, je connaissais pas du tout, donc de faire partie des groupes d'entrepreneurs, de faire partie Au début, c'était plutôt pour connaître la ville, donc c'est là où on s'était rencontrés aussi, c'était Et les filles, c'est jeudi. Donc ça a été parfait pour moi me mettre dans l'ambiance, de comprendre un petit peu les racines, les façons d'être, les façons de vivre en fait à Clermont-Ferrand. Donc ça, c'était très chouette pour avoir du réseau, mais on va dire plutôt du réseau light. C'est pas du tout péjoratif, mais c'était vraiment ce petit baume au cœur de me dire ok, il y a d'autres nanas qui sont comme moi, qui ont envie, etc. Et après, c'était de trouver d'autres entreprises, quels vont être mes futurs clients, si je les confronte par rapport à mon idée, est-ce qu'il y a du répondant derrière, est-ce qu'ils en ont envie, est-ce qu'il y a un besoin réel, parce que souvent c'est dans sa tête. Et puis après, quand on en parle ou quand on se lance comme ça en mode ouais, super, les clients en fait ils vont pas forcément se bousculer parce qu'ils te connaissent pas, ils savent pas qui tu es. Et si ton besoin, le besoin auquel tu réponds n'est pas présent, il n'y aura personne, quoi. Donc, Et donc je reviens sur ton environnement proche, sur je sais pas, ta famille, tes amis, quel a été le regard qu'ils ont porté, les réactions C'est pour ça que j'avais parlé justement de cette période de transition. Curieux.
curieux parce que ils savent que je les ai habitués à faire des choses étranges. Non, mais je les ai habitués en fait à pas être surpris parce que je suis toujours dans des endroits ou dans des choses auxquelles ils s'attendent pas. Donc, quand ils m'ont vu convaincue de ce que j'allais faire, ils ont vu aussi que j'y allais pas tête baissée et que c'était construit. C'est-à-dire que pour moi, en même temps que je créais mon entreprise, j'ai investi dans l'immobilier. J'ai commencé à créer aussi un parc immobilier pour avoir des rentrées d'argent, pour si jamais l'entreprise va pas très bien, j'ai toujours ça. J'ai créé des partenariats aussi durables pour être sûre que déjà, c'est là aussi où est intervenu le yoga. J'étais pas du tout censée exercer en tant que en tant que professeur de yoga, mais des portes se sont ouvertes. Puis en fait, quand ça nous va, on y va, on est alignés, donc let's go. Et du coup, ça, c'était aussi une façon, c'était aussi un matelas, entre guillemets, de sécurité, de se dire, même si des fois Green Joker fonctionne pas forcément très bien, ce qui n'a pas été le cas, j'ai aussi ce côté de, je donne des cours de yoga régulièrement, ça se passe très bien, c'est stable, et moi ça me permet aussi parfaitement d'avoir cet équilibre aussi que je trouve pas assez de personnes non, mais d'avoir ce côté, je reste connectée, je bouge, je me connecte à ma respiration, je me connecte à mon corps, je sais ce que je veux, je suis bien, j'enseigne aussi, c'est extraordinaire d'enseigner, et après, si l'activité prend plus d'ampleur, c'est très bien, mais en tout cas, j'arrive à limiter le risque. Et tu parles d'être professeur donc de yoga. C'est un choix que je comprends en lien avec ce qui te passionnait au départ, même avant de créer Green Joker. Et ça t'apporte quoi? Tu le considères comment? Comme un complément justement? Comme un équilibre? Quel est le lien que tu fais entre les deux? Entre ces deux activités? Pour moi, c'est un peu indissociable. Déjà, de la personne que je suis devenue, ça n'aurait pas été possible, je pense, sans le yoga. Parce que le yoga, c'est très vaste. Ça englobe beaucoup de choses. Souvent, on a cet aspect visuel, postural, très gracieux, où on fait des choses... on va faire des handstands, on va faire des postures magnifiques, mais il y a toute la philosophie aussi du yoga qui est derrière. Le fait de... Déjà, contrôler sa respiration, donc ça, je pense que Cécile t'en aura bien parlé, mais le pouvoir de la respiration, ne serait-ce que pour prendre des décisions importantes, il est dingue. Enfin, vraiment, moi, je sais que je suis marseillaise de naissance, et je sais qu'avant, mais il y a des situations, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vas-y, mais avance! Et tout de suite, cette contraction, ce truc où on a envie d'exploser, ou même quelqu'un qui nous dit quelque chose, mais on a envie de tuer, mais des fois vraiment, c'est très très fort. Et juste le fait de se dire, ok, la situation elle est comme ça. Est-ce que si je klaxonne sur cette pauvre malheureuse dame, ça va changer les choses? Non. Est-ce que ce collègue, si je lui crie dessus, ça va changer quelque chose? Ou est-ce que ça va être positif? Ça va peut-être changer quelque chose, mais pas améliorer la situation. Donc, je respire. Comment je me sens? Comment est-ce que je suis capable, lien avec le yoga, d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi je crie sur cette voiture qui n'avance pas? Parce que je vais être en retard à mon rendez-vous. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Je vais appeler mon rendez-vous. Je vais prévenir mon rendez-vous que je vais être en retard. Et après, je vais écouter un podcast. Parce que de toute façon, qu'est-ce que je peux faire de plus? Ok. Tout de suite, la situation, elle est différente. Mon collègue. Pourquoi je suis en colère? Pourquoi j'ai envie parce qu'il n'a pas fait son travail à temps, ou parce que du coup ça impacte moi ce que je suis en train de faire, que ça me met du stress. Je vais lui expliquer. En fait, excuse-moi, mais par contre j'ai vraiment besoin de ça, parce qu'après moi j'ai peut-être mes enfants qui m'attendent à la maison, j'ai mon mari, j'ai autre chose, et j'avais pas du tout anticipé ça, donc fais quelque chose. Ou alors on en parle du coup après à mon manager, etc., etc. Et ça, je trouve qu'on s'y connecte pas assez à ce qui se passe vraiment à l'intérieur.
on voit l'émotion, on la projette à la figure des autres, mais les autres n'ont pas le même... j'allais dire la même constellation ou le même univers. Et parce que lui, il ne sait même pas. Il vit autre chose, il a voilà. ses propres besoins. Exactement, il ne le sait même pas, il n'a pas le même référentiel. Pour lui, quand on lui dit c'est urgent, c'est urgent dans mes horaires de travail. À 18h, j'ai fini. Alors que moi, je suis capable d'aller jusqu'à 21h. Mais qui a raison? Personne. Tout à fait. Personne n'a raison. Mais il faut que je lui communique mes besoins pour qu'il puisse les intégrer. D'où le yoga. Et je vois beaucoup de personnes qui viennent à mes cours, qui arrivent et qui se disent... je les vois, elles ont souvent les épaules, elles sont comme ça, elles me disent « Oh là, j'ai mal et tout !» Et elles ressortent à la fin, elles me disent « Ah, ok, c'était mon moment, à moi. Personne n'a pu me le prendre. » Et en même temps, ça me fait du bien à mon corps, ça me fait du bien à ma tête. Et ça, ben, je me dis, ils vont l'amener au boulot. Ils vont l'amener au boulot. Elles vont pouvoir continuer leur journée en étant tranquilles. Et il y en a, c'est le yoga, il y en a, c'est la boxe, il y en a, c'est le kung-fu, il y en a, c'est... Mais pour moi, c'est la même philosophie. Le yoga, c'est pas forcément que les postures, et c'est pas du tout que les postures, mais c'est toute la philosophie qu'il y a derrière de... Je sais comprendre ce qui se passe à l'intérieur, je suis capable après aussi de l'exprimer, et je suis capable de me tempérer. De vivre en harmonie avec soi-même, et du coup aussi avec les autres. Et de rayonner, et d'être en phase avec mon énergie. Et il y a des jours où je suis pas en phase. Enfin, il y a des jours où je suis pas bien, j'y vais plus cool. Il y a des jours où je pète la forme. Allez, c'est parti. Non, mais voilà. Et ouais, ça, je pense que c'est un outil très peu... Enfin, trop sous-coté. Vraiment, trop sous-coté. Et beaucoup ont dit du yoga, ouais, le yoga, c'est de la méditation. Moi, c'était mon avis aussi, hein, c'est de la méditation. Et moi, je m'étais dit, au début, ça me durait quoi, 1 an? Allez, 2 ans à tout casser. Là, je me vois passer ma vie à continuer à enseigner parce que c'est tellement riche. Il y a tellement de choses qu'on apprend au fur et à mesure qu'il faut toute une vie. Écoute Céline, je te remercie de cet échange très, très riche, très motivant et très instructif. Merci beaucoup à toi, Claire. Alors pour terminer cet échange qui arrive à sa fin, le temps que j'explique 2-3 petites choses à ceux qui nous écoutent, je vais te proposer de réfléchir à une phrase, un mot, une maxime, un conseil, voilà, que tu aurais envie de donner à ceux qui nous écoutent pour clôturer cet échange. Vous êtes sur le podcast L'humain au cœur de l'action. Pour retrouver d'autres interviews, d'autres podcasts, je vous propose de vous inscrire directement et d'aller sur le site clairegaranger.fr. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement pour qu'on puisse échanger lors d'un entretien offert dans un premier temps. Et puis, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Donc, tout ça se trouve sur le site. Et bien sûr, si vous voulez retrouver les coordonnées de l'invité du jour, vous pouvez aussi me contacter. Céline, es-tu prête? Je te laisse le mot de la fin. Alors, ça sera pas un truc bateau parce que j'avais plein de choses qui m'arrivaient, mais là, le truc du moment, c'est n'attendez pas. Je sais pas si c'est de moi ou si ça a déjà été dit, mais n'attendez pas que la marmite, elle explose pour agir. Dans le tout. N'attendez pas d'être en burn-out pour prendre soin de vous. N'attendez pas d'exploser par rapport à un collègue, par rapport à une situation pour comprendre ce qui se passe et pour en parler. Je pense que c'est trop important d'anticiper et d'être serein et de pas de se dire en Chine ou en Asie justement, on n'attend pas d'être malade pour aller voir le médecin. Et ça, je trouve que c'est une super belle philosophie parce que c'est un peu trop tard quand on explose et c'est dommage parce que là, on est en pleine santé où on va bien et c'est le moment justement de prendre action, d'agir. Voilà. Merci Céline. Merci à toi. Prenez votre joker.